Hmm. Ironiquement, le personnage qui a le plus évolué durant ces 2 ans, c'est celui qui était mort pendant tout ce temps. Très drôle quand je prends ça en considération parce que vraiment personne n'a évolué, hein. C'est le truc qui se ressent tellement quand on a grandi, mais aucune évolution de quoi que ce soit, quoi. Enfin bref, cet épisode va se poursuivre. Alors que voilà, je vais commencer tiens, sur Amaya, puisque c'est pour l'instant en lien avec pas grand chose. Il y a donc une cérémonie de fiançailles, puisqu'elle a bien fait sa demande en mariage. C'était pas super clair à 100%, c'était ce qui semblait, mais c'était pas clair à 100%. Mais voilà, Janaï a fait sa demande en mariage, et tout le monde est content, mais pas tant que ça. En fin de compte, parce qu'il y a le petit frère de Janaï qui lui dit j'aime bien, Amaya est super, hein, génial, parfait, mais t'as pas un peu peur, le symbolisme me plaît pas. Et ça renvoie quoi? Ça veut dire que nous, le peuple, qui avons perdu notre grand temple, qui devons vivre dans des tentes qui ont été fournies par les humains, on va devoir être en cohabitation avec eux jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Pas vraiment, quoi. Notre peuple n'est pas prêt à accepter ça. Et cette espèce de symbolisme que tu veux forcer en l'épousant, alors que vous pouviez être ensemble tranquille et pas de problème, mais vraiment, l'épouser de façon officielle comme ça passe pas du tout pour nous, quoi. De façon à bien appuyer qu'il y a un reste d'animosité entre les deux peuples et que c'est pas encore la parfaite harmonie. C'est un truc qui me plaît. J'ai trouvé que c'était complètement rushé en fin de saison 3. J'apprécie qu'on garde un petit peu ce côté. Oui, il y a un reste de quelque chose, quoi. On ne peut pas mettre fin à une si longue période de conflit entre deux peuples et en disant que tout va bien, tout le monde est content. Évidemment que non, on ne peut pas faire ça. Donc j'appréciais cette partie-là. Je vous résume ça vite parce que j'ai pas des masses de choses à dire. Mais voilà, on met en avant le fait qu'elle elle n'est pas prête à accepter de, de laisser tomber ce qu'elle veut juste pour que le symbolisme ne gêne pas un petit peu trop les gens. Et lorsqu'elle discute de ça rapidement avec Amaya à la fin, elle se dit ça va être difficile parce que pour l'instant, l'entente entre les deux peuples, elle est encore un peu fragile. Et j'apprécie sincèrement qu'un problème de cet acabit-là ne soit pas réglé facilement hors champ comme ça. Voilà, j'avais vraiment peur que ce soit traité à la va-vite et que ce soit plus du tout considéré comme un quelconque problème. J'apprécie qu'on appuie un petit peu ça. D'autant plus qu'on a également appuyé le fait, et ça, j'aurais dû en parler dans l'épisode précédent, mais c'était un peu anecdotique avec les moments gag qui occupaient tout le segment, quoi. Mais durant le conseil du royaume, il y a Ezran qui a dit on va recevoir la reine dragon et son fils Zim dans notre royaume. Et ouais, il est trop content parce que c'est histoire de montrer que ce sont des créatures pacifiques et qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut être en paix, etc. Même s'il y a au pays qui a dit ça risque pas un petit peu de terrifier la population, et on peut-être pas forcément bien le vivre. Et ouais, ça veut appuyer le fait qu'il y a quand même des tensions qui restent. Et ça, on verra comment ça sera traité par la suite, puisqu'il n'y a pas eu de ce moment-là. Mais oui, maintenant on met un tout petit peu en avant le fait que Ezra est tout content, il attend l'arrivée de Zim, surtout parce qu'il adore coucher chez jouets, etc. Même si Zim, il a un petit peu grandi. On passe un petit peu de temps sur Zim, c'est juste un gamin en fait, hein. Ouais, j'imagine que 2 ans de plus, c'est pas énorme dans un sens pour lui. Je sais pas exactement comment ça marche, la maturité chez le dragon. Mais ouais, c'est juste un gamin qui veut pas manger ses légumes. Ouh, c'est rigolo. On force un peu trop l'humour. Je vais en parler un tout petit peu à 2-3 reprises dans cette vidéo de ce niveau-là. Mais ouais, donc il se prépare pour partir. C'est juste tout ce qui est mis en avant dans cette partie-là. Du côté de Callum, il a reçu un grimoire dont il avait parlé l'épisode précédent aussi, pour un petit peu investiguer le miroir laissé par Viren, hein, le fameux miroir où il a pu parler avec Aravos. Il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Lui aussi, il est intrigué, il veut savoir exactement ce que ça va être. Et 2 ans après, c'est 2 ans après qu'il commence vraiment à enquêter dessus. Pendant 2 ans, il a pas fait gaffe, c'est juste maintenant. Comme par hasard. Il y a un peu de comme par hasard là-dessus, hein, je dois avouer, hein. Il y a aussi du comme par hasard assez grossier dont on parlera à la fin de l'épisode, mais ouais, il enquête dessus, il a enfin reçu un grimoire auprès de l'assistant Corbeau qu'on voit toujours ce soir. Il n'y a jamais
le supérieur du gars, une fois de plus, ça me fait tellement bizarre. Et c'est juste un gros gag bien lourd en plus, ce type, quoi, qui fait une blague de merde, littéralement, hein. Il dit, ah, quand le phénix l'a apporté, je me suis séché dessus, hein. Avec vraiment la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein. C'est... Ouais, bref, il a son grimoire, il essaye de voir si ça peut aider à traduire les symboles sur le miroir, mais pas tout de suite. Mais c'est là que, par chatte un petit peu, il arrive à comprendre que ça reproduit des symboles d'une page à l'autre, en copie, et il se dit, parce qu'il a fait tomber une tache d'encre et ça reproduit la tache d'encre sur la page suivante. Il se dit, hé, si j'écris un truc dans un certain dialecte, ça va peut-être le traduire dans une autre langue dans la page suivante. Ah, moi je croyais que ça donnait juste l'impression que ça copiait, mais on sait jamais, peut-être. Il est vite partir sur cette conclusion et je trouve que c'est un peu facile. Quand même, je vois pas le bon logique qui te fait dire ouais, ça va faire de la traduction, hein. Mais c'est ça qui passe, hein. Il écrit le texte qui est sur le miroir et ça le traduit sur l'autre page à côté. Quand dans les ténèbres, tu suivras l'étoile déchue, un truc comme ça. Et juste à ce moment-là, au moment où il a fini par avoir une piste sur quelque chose de mystérieux, et ben il y a un autre mystère qui va commencer à se dénouer puisque Ayla est de retour. Il y a une petite créature, un nouveau petit familier, parce que on n'avait pas assez de petites créatures mignonnes pour vendre des peluches apparemment dans cette histoire. C'était toutes les saisons on doit en rajouter une. C'est ça le truc apparemment. Ouais, et elle est de retour, toute souriante et c'est le petit cliffhanger de fin au passage. Et oh, ok. Alors c'est un peu le truc que je craignais, c'est qu'on n'insiste pas plus que ça sur ce qui l'a poussé à partir et qu'on ne développe pas ça. Parce que c'est ce qui est développé dans le fameux comics qui est entre les saisons 3 et 4. Et j'attends de voir l'épisode suivant si ça va être rushé et pas du tout développé ou pas. Et si c'est le cas, oui, c'est clair et net que ça aide beaucoup d'avoir au moins vu un résumé quoi, de ce qui se passe entre les deux saisons à cet égard-là. Mais bon, on verra l'épisode suivant. Et ouais, c'est vraiment du comme par hasard, quoi, hein. Tous ces trucs vont s'enchaîner. Pareil, il y a cette réunion avec la Reine Dragon, et la résurrection de Viren à ce moment-là aussi. Et vraiment, c'est à ce moment-là, hein, ça vient bien que c'est en parler au même moment, quoi. Je trouve quand même que c'est dingue, la façon dont les choses s'enchaînent, et que le hasard fait bien les choses scénaristiquement. Mais bon, le plus gros morceau, le plus intéressant à un certain degré, et le plus ennuyeux aussi à un certain degré, c'est le passage autour de Viren et Claudia et Terry, avec qui ils vont former un nouveau trio dynamique apparemment, qui vont devoir récupérer le bâton de Viren. Et le bâton qu'il a paumé avant, lors de la bataille il y a 2 ans, il faudrait le retrouver et ce bâton, étant donné qu'il n'est pas tombé avec lui, il est resté au sommet de la montagne des dragons, il faudrait le rechercher. Et j'ai une question toute conne, Claudia, pendant 2 ans où il était mort, il n'a rien pu faire, vous n'êtes pas dit, si on essayait de le récupérer pendant qu'il est en train de récupérer lui-même, vous voyez, ce serait pas un petit peu plus pratique en termes de gestion de temps, je sais pas, hein, plutôt que de prendre un Viren clairement affaibli et de le forcer à vous suivre dans cette ascension très éprouvante pour le faire maintenant, alors qu'il a que 30 jours, ça vous aurait pas fait gagner un petit peu de temps pour aller plus vite? C'était pas très intelligent, Claudia, hein, je le dis comme ça, c'est pas très intelligent, hein, mais bon, c'est maintenant qu'on s'y met, et c'est une façon un peu forcée, faut dire ce qui est, de mettre Viren face à son trauma. Parce que voilà, au fur et à mesure qu'ils grimpent cette montagne, qu'ils ont leur version magie des ténèbres du sort de respiration, hein, parce que on n'oublie pas ça, ils voient le vide autour de lui, ils commencent vraiment à stresser, à avoir des crises assez aiguës et même à tomber dans les vapes à ce point. Quitte à manquer de retomber une nouvelle fois, quand même, c'est assez grave. Il y a quand même Claudia et Terry qui essayent de détendre l'atmosphère avec des blagues pas drôles. Non mais vraiment, les blagues
de cette série commence à devenir lourde. Je le pense sincèrement. J'en ai déjà pointé quelques-unes, blagues lourdes, de temps en temps, quoi. Une fois, tous les 3 4 épisodes, un truc comme ça, il y a une blague pourrie qui n'est dans rien et qui fait un peu chier. Là maintenant, j'ai le sentiment que c'est plutôt 2 3 par épisode minimum. Et bien grasse, hein, bien naze. Hein. Le côté, et mon petit copain, il fait des trucs de ouf alors que ça se voit pas. Et en plus, quand il pète, ça sent bon. Et c'est exactement ce qui est dit. Hein. Ça a une odeur un peu particulière quand il pète parce que c'est un elfe de la Terre. Ok, maintenant je le sais. Et il est un peu particulier pour ça. Et c'est dingue avec ce truc. Bon, oui, voilà, on insiste sur cette blague qui est pas drôle. Il le fait même à un moment donné, histoire de bien illustrer ça, histoire de bien rajouter une couche. C'est que je trouve ça bizarre. Vraiment bizarre de la part de ce mec de les suivre. Simplement parce qu'il aime Claudia. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été développé entre lui et Claudia? Ça a été dit dans le comics parce que dans le résumé que j'ai lu, il n'y avait rien sur leur couple et comment il s'est développé, quoi. Comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui a amené cette flamme à naître entre eux et à l'inciter à poursuivre cette même quête avec elle. Parce que ça ne le dérange pas de la voir faire de la magie des ténèbres tranquillou, quoi. Ça ne le dérange pas une seule seconde et je me pose la question, est-ce que ce sera développé ça? Pourquoi il est avec elle? Est-ce qu'au bout du compte, ce serait pas une sorte de traître à sa nation, entre guillemets? C'est-à-dire, oui, je m'en fous un petit peu de Xadia et je veux juste profiter de la vie avec ma chérie, quitte à leur faire du mal, parce qu'au bout du compte, je les aime pas, quoi. C'est ce genre de choses. C'est quelque chose qui aurait pu être exploité de façon à ce que ça puisse faire un troisième larron acceptable. Et pour l'instant, il est juste... Il est là, il fait des petites remarques rigolotes, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit peu le guignol de service. Claudia n'était pas suffisante pour faire les blagues, il faut quelqu'un d'autre pour rajouter, je sais pas. C'est le problème. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort de très fort chez le personnage, et je trouve que vous le forcez, à moins qu'il serve à quelque chose plus tard et qu'on le justifie davantage. À ce moment-là, tant mieux, mais pour l'instant, je le trouve très mal incrusté dans le trio que vous voulez créer. Mais le truc avec ça, c'est qu'on veut appuyer que Viren a toujours ce trauma d'être mort, en fait. Et que il est vidé de ce qui lui est tombé dessus, quoi. Avoir été mort pendant 2 ans, réaliser ça, être pas du tout au sommet de sa forme, ça le fait avoir beaucoup de doutes. Et il est dans son état peut-être le plus vulnérable qu'on l'ait vu jusqu'à présent. Si bien qu'à mi-chemin, il finit par se dire, est-ce qu'au bout du compte, c'est pas vain de faire ça, de pourchasser encore cette espèce de reconnaissance, ce pouvoir que je voulais avoir, sachant que de base c'était pas ce qu'il voulait, il voulait juste protéger les humains de son point de vue. C'est un truc qui m'irrite pas mal aussi, ça donne l'impression, dans son discours en tout cas, qu'il était prêt à faire ça surtout pour le pouvoir, l'impression de dominer un petit peu, alors que de base c'était pas ça. De base, c'était pour protéger les êtres humains des Xadiens qu'il considérait comme une menace. Faut pas oublier ça, bordel de merde. C'est pour ça que c'est chiant, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très dérangeant qu'il y ait un Xadien qui les accompagne et que ça fasse à peine tilter Viren. Qu'il soit un peu ennuyé par ça, mais que ça le fasse pas plus tilter que ça. Je trouve que c'est dingue, c'est ridicule. Merde. Enfin bref. Voilà, il se dit qu'au bout du compte, il est fatigué et que rechercher sans relâche à accomplir ce quelque chose, ça n'amènera rien de bon pour lui et qu'il pourrait au bout du compte juste profiter de la vie, du temps qui lui a été accordé par sa fille, de ce dernier mois avec elle, pour profiter des choses simples. Limite profiter des plaisirs qu'on pourrait trouver avec Xadia apparemment. À nouveau, il le prend plutôt calmement ce truc-là, alors qu'il voyait cet endroit comme des gros barbares qui voulaient les dominer, mais bon. Et c'est un moment assez touchant entre lui et Claudia que je voulais voir depuis la toute première minute de cette saison 4. C'est-à-dire, Claudia, après tout le mal qu'elle s'est donné à retrouver son père, ne devrait pas prendre à la légère leur quête. Putain, on va enfin avoir l'occasion de te sauver pour de bon, de faire en sorte que tu sois
avec moi pour toujours, papa, parce que je t'aime, etc. Et enfin, ils ont cette conversation-là. Claudia qui est touchée par ça, mais qui est pas prête à accepter ça, qui le claque et dit non, tu te calmes, on va aller jusqu'au bout et tu vas vivre le plus longtemps possible avec moi, papa. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un moment que j'ai trouvé touchant. Même si certains termes auraient pu être un petit peu arrangés mieux, mais sinon ça allait. Et ouais, gros coup de chat pour eux. C'est à ce moment-là, alors qu'ils sont relativement proches du sommet, qu'il y a Zim et sa mère qui partent pour la fameuse réunion au royaume d'Ezran. Et de fait, ils vont avoir moins de problèmes pour s'infiltrer et reprendre le bâton. Pourquoi il serait forcément là au passage? Je veux dire, bien entendu, il a atterri là en haut il y a 2 ans, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils l'ont gardé à cet endroit précis. Ils ont pu le déplacer à n'importe quel endroit. Une fois de plus, je trouve que c'est un peu forcé cette ascension que vous voulez créer, honnêtement. Hein. C'est un peu ridicule. Enfin bref. Et c'est là que Claudia dit, ok, je vois que tu vas pas bien, je vais te laisser redescendre tout seul. Tu sais, en risquant de reperdre connaissance sans que je puisse te sauver ce coup-ci puisque je serai pas là, puisqu'il y aura toujours le vide lorsqu'il descendra et qu'il fera le chemin inverse, ma grande, mais c'est pas grave, redescends tout seul, papa, je suis sûr que cette fois ça ira bien, tandis que nous, on se charge de prendre le sceptre. Voilà, voilà, c'est bien. D'un côté, il y a des scènes qui sont fortes, et une fois de plus, l'illustration psychologique de Viren est très efficace à plusieurs moments. Je peux pas m'empêcher de trouver que c'est grossier sur d'autres points. C'est vraiment des trucs qui se juxtaposent mal, en fait. C'est vraiment dommage. Mais en soi, cet épisode était quand même plus satisfaisant que le précédent. Je me serais volontiers passé des blagues en dessous de la ceinture qui commencent de plus en plus à être lourdes. Le timing comique est beaucoup trop exagéré et ce n'est pas du tout naturel, en tout cas clairement pas autant naturel qu'une série comme Avatar arrivait à le faire passer. C'est dingue que ce soit l'un des créateurs de cette série et qui me fasse un humour de cette qualité-là pour cette nouvelle série-là. Vraiment. Parce que malgré tous les problèmes que j'ai avec la légende de Korra, j'estime que ça reste une série pas mal. Et l'humour, à part 2-3 détails près, il n'est pas affreux, il n'est pas génialissime, mais il est vraiment pas affreux et il passe très correctement. Là, ça commence à devenir de plus en plus ennuyeux l'humour. Hein. Et j'espère que ça se calmera sur ce genre de sous-niveau parce que ça commence un tout petit peu à me sortir du truc. Hein. Vraiment, s'il y a un élément qui a une chance de me gaver du Prince des Dragons pour l'instant, c'est bien cet humour grossier beaucoup trop appuyé. J'espère que ça va se calmer là-dessus. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3. Bye!